Bon, ben, je pense qu'on va commencer, puis on va laisser les autres personnes arriver pendant ma présentation. Bonjour à tous de part et d'autre de l'Atlantique. Bienvenue à ce premier webinaire 2025 de notre communauté de pratique sur le transport maritime durable et intelligent. Je m'appelle Lynn Morissette. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour lancer l'année avec un sujet qui est crucial et ambitieux, je vous dirais, la décarbonation des navires. Ici au Québec, à Terre-Neuve, partout, mais aussi en dialogue avec l'Europe. Et ce midi ou ce soir, dépendamment d'où vous vous trouvez, on traverse l'Atlantique pour une rencontre riche en idées et en perspectives avec un invité qui connaît bien les ponts techniques, les ponts humains entre nos deux rives, parce que on le sait, la pression augmente sur le transport maritime pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Partout dans le monde, les ports, les compagnies, les gouvernements cherchent à comprendre ce qui fonctionne, ce qui coince et comment faire mieux, plus vite, sans laisser personne de côté. Mais entre les objectifs climatiques, les technologies émergentes, les réalités économiques, les contraintes régionales, le parcours est loin d'être simple et c'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui. Quelles sont les solutions concrètes, les freins majeurs, les perspectives d'action ici comme ailleurs? Et on a le plaisir pour parler de tout ça d'accueillir Monsieur Pierre-Yves Larieux, un expert reconnu en stratégie de décarbonation maritime qui nous rejoint en direct de l'île d'Oléron en France. D'Oléron, l'île d'Oléron en France. Ancien chef mécanicien de la Marine nationale, Pierre-Yves cumule 40 ans d'expérience dans le secteur maritime, tant du côté opérationnel que scientifique. Il a navigué sur sous-marins nucléaires, participé à la surveillance des pêches en mer australe. Devenu professeur de l'enseignement maritime, il a formé plusieurs générations de navigants et ingénieurs maritimes au sein de l'École nationale supérieure maritime de Nantes. Aujourd'hui, expert maritime, auteur de plusieurs livres techniques et pédagogiques, il accompagne la transition énergétique de la filière maritime avec un regard à la fois stratégique, mais aussi ancré dans les réalités de terrain. Son expertise couvre notamment les carburants alternatifs, les nouvelles réglementations environnementales, les défis d'adaptation régionale, les enjeux qui font écho aux réalités québécoises et terneuviennes. C'est donc un grand privilège de pouvoir bénéficier de sa perspective pour nourrir nos réflexions et ouvrir le dialogue entre nos deux côtés de l'Atlantique. La façon dont ça va se passer, c'est que Monsieur Larieux va vous faire sa présentation. Écoutez bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la boîte de chat et après la présentation, on aura un moment de période de questions pour discuter de tout ça. Donc, merci à vous tous qui êtes branchés. Merci, Monsieur Larieux, de votre grande générosité de nous partager ces connaissances-là. Et sans plus tarder, ben, je vous laisse la parole, puis on laisse la boîte de chat ouverte pour vos questions. Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde. Ben, écoutez, je suis très heureux, vraiment, sincèrement, d'être présent pour vous, parmi vous. Très honoré de l'invitation du réseau Québec Maritime, que je remercie. Et j'espère que je vais être à la hauteur de la confiance qui m'est accordée. Ça va être rapide, hein, 40 minutes pour un aussi vaste sujet. On va survoler les choses, donc ça va être très rapide. N'hésitez pas, s'il y a des points qui vous intéressent plus, à poser des questions et puis on pourra y revenir après la présentation. Comme l'a dit très bien Aline Morissette, quel est le but de cette présentation? Eh bien, ça va être de susciter la réflexion, de présenter des informations, mais en aucun cas je ne prétends détenir une quelconque vérité. Je laisse ça à divers commerciaux de divers lobbies. Je vais vous partager des informations, des réflexions. Vous pourrez être d'accord, pas d'accord. Et puis, eh bien, on va voir un peu, on va confronter un peu les idées des uns et des autres, en espérant donc que ça, voilà, qu'on réussisse à tourner des choses. Alors là, j'ai juste un petit détail. Donc, le sujet qui m'a été confié, c'est réglementation, solutions, freins et perspectives de décarbonation des navires. Alors, en particulier au Québec et à Terre-Neuve. Donc, on va commencer par faire un rapide survol de la situation du Canada vis-à-vis des accords de Paris.
Puis on verra la stratégie décarbonation des navires qui a été adoptée par l'Organisation maritime internationale. Et on survolera quelques-unes des solutions, donc solutions qui peuvent être opérationnelles de pratique, qui peuvent être techniques via des machines, ou qui peuvent consister dans des carburants alternatifs afin de décarboner les navires. Puis on fera un zoom, si je puis dire, sur ce qui se passe un peu plus à l'est du Canada. Donc qu'est-ce qu'on a comme disponibilité en carburant alternatif bas carbone? Et on finira par une petite étude de cas sur un possible ravitaillement en ammoniac un jour au port de Bécomo. Anna, c'est bon. Diapo suivante. Est-ce que c'est bon? Oui, 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 mais j'attends la Ok. diapo suivante. Oh, ça change pas de diapo. En attendant que la diapo se change, je veux juste informer tout le monde que ce webinaire va être enregistré pour pouvoir permettre une réécoute plus tard et on se servira de ça comme une ressource à réécouter. Donc, voilà. C'est étrange qu'il n'y ait plus rien qui... Anna, es-tu capable de changer les diapos? Ah, on recommence. Oui, il y a un petit souci, mais c'est pour ça que je vais enlever et je vais le remettre à la diapo d'après. Est-ce que maintenant c'est bon pour vous? Oui, ça a changé. Là, Ok. c'est super. Excusez-moi, je pense que ça va être bon maintenant. Alors, diapo suivante. Non, ça change pas. Bon. Non, Anna, Ah là, bon, c'est là. voilà, c'est bon. Alors, la situation du Canada vis-à-vis des accords de Paris. On est reparti. Allons-y. Diapo suivante. Voilà, donc l'accord de Paris, donc c'est l'accord qui a été ratifié par l'ensemble des États lors de la COP 21 à Paris en 2015 et qui s'est donné pour objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et si possible en dessous de 1,5 degré. Donc là, c'est déjà mal parti pour 1,5 degré, on l'a appris il y a quelques jours. Les efforts restent à fournir. Et pour arriver à cet objectif, eh bien, les États ont pris un engagement, mais qui est un engagement collectif, qui est de sortir progressivement des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Lorsqu'on parle de neutralité carbone, on ne parle pas de zéro émission de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on prend en compte les puits de carbone naturels qui absorbent chaque année une partie de nos émissions. Et donc la neutralité carbone, ça correspond approximativement à une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour atteindre cet objectif de température moyenne maîtrisée, eh bien, les États annoncent des politiques individuelles et les scénarios de réchauffement du GIEC tiennent compte de la somme de ces politiques individuelles. Donc on voit déjà qu'il existe une dissonance entre d'un côté un engagement collectif et puis de l'autre côté la somme de politiques individuelles. Diapo suivante. Alors, en ce qui concerne le Canada, voici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre du Canada depuis 1990 par différents types de secteurs. Donc, lorsque l'on parle de gaz à effet de serre, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va parler du gaz, comment dirais-je, du gaz carbonique, du CO2, donc pour 77%.
mais aussi du méthane. Donc du méthane les principales sources de méthane, ça va être l'agriculture et puis l'exploitation pétrolière et gazière, et d'autres gaz à fort pouvoir de réchauffement, tels que les oxydes d'azote ou les gaz fluorés. Gaz fluorés que l'on retrouve par exemple dans tout ce qui est transformateur et installation électrique. Si on regarde un peu l'évolution des gaz à effet de serre du Canada, eh bien on s'aperçoit que tout ce qui était industrie, eh bien, par rapport à 1990, a progressivement diminué. Et que la hausse, eh bien, la hausse, elle est portée essentiellement par deux choses, donc par les transports, qui ont vu leurs émissions augmenter, et aussi par l'exploitation pétrolière et gazière, qui a vu ses émissions quasiment multipliées par 2,5. Diapo suivante. Alors là, pour voir un peu l'engagement des différents pays du G20, donc je vous ai mis voilà, donc une première page avec un certain nombre de pays et on s'aperçoit que les engagements sont pris pour la plupart du temps pour l'année 2050, réussir à obtenir un zéro émission nette en 2050. Mais ce n'est pas le cas déjà de la Fédération de Russie et ce n'est plus le cas des États-Unis d'Amérique qui se sont retirés du processus. Alors en ce qui concerne le Canada, on s'aperçoit que le Canada a pris l'engagement d'atteindre le zéro émission nette en 2050 et que tel que c'est parti, eh bien avec ses politiques, il est plutôt sur la bonne voie. Diapo suivante. Mais lorsqu'on prend les autres membres du G20, ceux qui polluent le plus, donc tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, le Mexique, voire la Turquie, eh bien on s'aperçoit que les dates qui ont été retenues, c'est pas du tout 2050. C'est plutôt 2060, voire 2070 pour l'Inde, qui est un très très gros pollueur. Donc il faut garder à l'esprit que l'engagement de 2050, c'est surtout un engagement pour les vieux pays industrialisés qui ont déjà passé leur pic d'émissions de gaz à effet de serre il y a un certain temps, mais que c'est pas la date majoritairement reconnue dans le monde. L'idée, c'est qu'en 2050, les pays industrialisés deviennent absorbeurs de carbone et permettent aux autres pays qui sont toujours en développement d'émettre du carbone jusqu'à 2060 ou 2070. Diapo suivante. Alors, l'Organisation maritime internationale, elle, est bien également partie prenante de cette stratégie, puisque les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime international représentent approximativement entre 2,5 et 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Diapo suivante. Pourtant, lorsque l'on regarde les consommations des navires donc de plus de 5000 GT depuis 2007, eh bien, on s'aperçoit que ça reste les combustibles fossiles qui restent très 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 majoritaires et dont la consommation ne diminue pas, puisqu'on avait 200 millions de tonnes de consommation de combustibles fossiles donc en 2007, et en 2023, 16 ans plus tard, eh bien, on a un peu plus, on a 205 millions de tonnes à peu près. Donc on voit que tout ce qui est représenté là, que ce soit le gaz naturel liquéfié, le diesel oil, le light fuel oil ou le heavy fuel oil, eh bien ça reste des combustibles fossiles. Et pour ceux qui ont de très bons yeux, ils doivent pouvoir voir un filigrane vert rouge qui correspond au combustible bas carbone. Suivante. Alors comment expliquer ça? Parce que ça fait quand même depuis 2008 où l'OMI a pris des mesures assez importantes. Donc là, sur ce diagramme, on va avoir quatre courbes. Donc on va commencer par la courbe verte, qui est en bas, qui est l'intensité carbone des navires. Donc ça représente en gros leur efficacité, c'est-à-dire combien de kilogrammes de CO2 est-ce qu'ils émettent pour pouvoir transporter une tonne de vrac, une tonne de marchandises. Et on s'aperçoit que depuis 2008 et les premières mesures prises par l'OMI, eh bien, ça a eu des effets assez importants, puisque grosso modo, pour transporter une tonne de marchandises, les navires aujourd'hui émettent un tiers de CO2 et de CO2 équivalent en moins que par rapport en 2008. Le problème qui apparaît, eh bien, c'est la courbe bleue. C'est que alors que les navires sont devenus un tiers plus efficaces en matière d'émissions de gaz à effet de serre, simultanément, le transport maritime a augmenté de 45%. Donc tous les gains que l'on a réalisés par l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires ont été consommés par l'augmentation du transport maritime et du nombre de navires.
Et la résultante, ben, c'est les émissions totales de CO2, donc c'est la courbe marron, qui pour l'instant est toujours bien orientée, mais on voit l'objectif d'émission de CO2 de l'OMI, et bien on s'aperçoit que d'année en année, on se rapproche de la barrière à ne pas dépasser, et que la situation n'est pas si bonne que ça. Suivante. Alors l'OMI s'en est rendu compte puisque dans un premier temps, eh bien, donc on avait une première trajectoire qui était la trajectoire bleue du haut business as usual. Donc si on continue à ne rien faire, à faire le business comme d'habitude, eh bien, on va rester sur des émissions de gaz à effet de serre assez importantes. En 2018, l'OMI avait pris une première stratégie, avait mis en œuvre une première stratégie qui visait à réduire de 50% ses émissions en 2050. Et puis, on s'est aperçu en 2023, donc très rapidement, que c'était absolument pas suffisant. Et donc, une deuxième stratégie qui vise à cette fois-ci obtenir zéro émission nette en 2050. Alors, on a quelques échéances intermédiaires qui sont assez importantes. Donc, en 2030, déjà, le but, c'est d'obtenir 20% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008. Donc là, on est relativement bien parti. Une réduction de 40% de l'intensité, c'est-à-dire une amélioration en fait de 40% de l'efficacité des navires. Donc là aussi, pour 2030, on est bien parti. Et 5% de combustible, d'utilisation de combustible très bas carbone, c'est-à-dire typiquement avec enfin, quasiment zéro. Et là, en revanche, pour les combustibles très bas carbone, là, il n'est pas du tout acquis qu'en 2030, on réussisse à atteindre ce seuil-là. Le gros challenge, la grosse échéance, c'est 2040, parce que pour pouvoir passer de 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 70, eh bien, il faut bien voir que là, ça doit se passer en 10 ans, et donc qu'on doit passer donc de 20% à 70 en 10 ans, alors qu'on a mis 22 ans pour passer de 0 à 20. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier le rythme de la décarbonation des navires, grosso modo, par un facteur 3 à 5. Donc une très grosse échéance sur les 10 années comprises entre 2030 et 2040. Alors, diapo suivante. Voilà, donc pour réussir à remplir ce challenge, eh bien, l'OMI donc, a mis en œuvre plein d'indicateurs, dont en particulier donc, les suivants, hein, je vous les cite très rapidement. Donc le EDI, qui est un indicateur qui est destiné aux navires neufs, donc de faire en sorte que les navires neufs soient peu polluants. Le CII qui lui a pour but eh bien, de mettre la pression sur les compagnies maritimes pour qu'elles adoptent des politiques, comment dirais-je, qui poussent à réduire la consommation énergétique et les pollutions. J'ai découvert que pour les eaux intérieures, il existait l'ICIC, qui est un indice canadien qui est complètement similaire, enfin, en grande partie similaire, au CII de l'OMI. En plus, les compagnies maritimes doivent mettre en place un plan d'efficacité de gestion énergétique, donc de manière à améliorer les comportements et les émissions de leurs navires. Et puis actuellement, bah, la grosse actualité, c'est ce qu'on appelle le GFI, donc, qui est une mesure qui vient d'être adoptée au MEPC 83 de l'OMI et qui doit être confirmée par un vote en assemblée plénière à l'automne. Diapo suivante. Alors, je vais devoir accélérer un peu forcément puisque le temps passe. Donc voilà le GFI. Alors qu'est-ce que c'est que le GFI? Eh bien, c'est une mesure qui vise à réduire l'intensité carbone des combustibles. Alors on va prendre un exemple, ben, on va dire ben voilà, le fioul lourd, on peut dire ça a une intensité carbone de 93 grammes par mégajoule, donc c'est hyper émetteur de gaz à effet de serre. Et l'hydrogène vert, eh bien l'hydrogène vert, lui, a une intensité carbone de zéro. Et ensuite, on a plein de combustibles qui vont avoir des intensités carbone qui vont être plus ou moins importantes. Le but de cette mesure donc, du GFI, donc on peut prendre la courbe jaune, eh bien, c'est progressivement d'imposer à ce que les carburants utilisés par les navires aient l'intensité carbone qui diminue progressivement. Donc le pointillé en gris que vous voyez par exemple, c'est l'intensité carbone du GNL fossile. Ben, si je suis cette mesure, ça voudrait dire que dès 2028, le gaz naturel fossile se verrait sanctionné. Un peu en 2028, beaucoup plus en 2031, puisqu'on voit que là, ça croise la courbe rouge. Si un navire, sur une année,
a une intensité carbone qui est supérieure à la courbe jaune, eh bien, il va devoir payer une taxe carbone de 100 dollars par tonne équivalente émise. Si elle est très supérieure au-dessus de la courbe rouge, la taxe carbone passe à 380 dollars par tonne de CO2 équivalent. On pourrait se dire que comme ça, oui, c'est dissuasif, c'est fort, etc. Sauf que tous ceux qui seront sous la courbe jaune, qui seront donc en conformité directe, eh bien, vont gagner des crédits carbone qu'ils vont pouvoir revendre à ceux qui polluent trop. Donc on se retrouve avec une taxe carbone, mais aussi avec un marché derrière. Et puis pour ceux qui utilisent des carburants très bas carbone, eh bien ils vont avoir des incitations financières pour les aider. Diapo suivante. Alors là, la difficulté de tout ça, c'est que on a un dispositif qui est fortement indicatif, mais qui est très critique parce que il présente un certain nombre de défauts, quand même assez importants. Ça donne à l'OMI la capacité de prélever et de redistribuer une taxe qui est contestée par de nombreux États pour des questions de souveraineté, dont les États-Unis en particulier. C'est des revenus plus faibles qu'une taxe carbone simple. Le dispositif est très complexe, donc il va compliquer la mise en place de stratégies de long terme par les compagnies maritimes. Il n'a pas fait d'études d'impact. Il autorise l'utilisation de biocarburants de première génération, donc qui viennent des plantes cultivées avec un bilan environnemental contesté. Il génère l'inquiétude des pays pauvres, surtout pour le surcoût des denrées alimentaires importées, et une opposition frontale et totale des USA et des pays producteurs de pétrole. Alors, je précise, le Canada est plutôt pour sur cette mesure. Enfin, on a des interrogations sur les effets d'un refus de certains pays d'y adhérer. Donc, l'avenir et les effets de cette taxe sont encore assez incertains. Diapo suivante. Alors, on va passer maintenant aux solutions opérationnelles. Je vais déjà accélérer un peu. Allons-y, suivante. Ah, donc, ok. Donc là, on voit pas grand-chose. Bon, solution opérationnelle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? C'est toutes les solutions qui vont concerner comment dirais-je, la conduite du navire. Donc, comment est-ce que je peux réduire les émissions en conduisant le navire? Par exemple, en optimisant l'assiette du navire via du ballastage, donc on peut gagner un peu. Avec le routage météorologique sur des grandes distances, on peut gagner 2 à 4% d'économie de combustible. Avec l'optimisation de la vitesse en diverses circonstances, si je suis sur des hauts fonds par exemple. Avec la réduction de la vitesse moyenne d'exploitation qu'on va voir en détail, et ça reste très limité comme possibilité, on va voir c'est souvent surestimé. Et enfin l'exploitation du navire en just in time, donc on va également voir ça un peu plus loin. Allons-y, diapo suivante. Voilà, on a retrouvé la lumière, c'est bien. Donc, réduction de la vitesse d'exploitation. Donc ça, c'est une mesure qui est souvent évoquée, entre autres, par certaines ONG. Et effectivement, une réduction de 10% de la vitesse permet théoriquement de réduire la consommation de 28 à 35%. Mais simultanément, le trajet dure 10% plus longtemps. Et donc, du coup, on va consommer 10% de combustible en plus et de consommation électrique. Le flux de marchandises, lui, est réduit de 10%, ce qu'il faut compenser par 10% de navires en plus. Donc, on repère encore de l'économie. Et enfin, le moteur de propulsion et bulles de détrave subissent une perte d'efficacité de 5 à 10%, et eh bien l'ensemble fait que c'est pas très très intéressant. Suivante. Alors on a aussi d'autres conséquences. Si j'augmente la durée des transits, eh bien j'augmente le temps de travail et la fatigue des équipages qu'il va falloir rémunérer. Si j'augmente la durée de fonctionnement des machines parce que le transit est augmenté, j'augmente les frais de maintenance. Et il y a également des pertes de revenus pour les compagnies maritimes, en particulier si les taux de fret sont élevés, et des risques de pénalités financières. Diapo suivante. Alors, il y a quand même un cas où la réduction de vitesse marche à tous les coups. C'est le just in time. Donc là, vous avez une petite visualisation de marine traffic avec un pétrolier qui est à l'ancre juste en face de Saint-John et un navire qui est à l'ancre à attendre qu'une place à quai se libère, à attendre de pouvoir décharger. Eh bien, c'est un navire qui a été trop vite durant son trajet précédent, qui a consommé trop et qui a émis trop de gaz à effet de serre. Donc le just-in-time nécessite la coordination de l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique
telle manière à ce que le navire arrive juste à temps, qu'il ait son poste à quai tout de suite, qu'il puisse être déchargé tout de suite. Et si on arrive à faire ça, eh bien, on peut espérer 10 à 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est cette mesure-là, plus que la réduction de vitesse, qui est efficace. Suivante. Alors là, maintenant, je passe très rapidement. Bien entendu, une maintenance insuffisante engendre d'importantes surconsommations. Suivante. Les solutions techniques. Alors, il y en a plein. Quelques exemples. Suivante. Alors, installer un nouveau moteur diesel à la place d'un vieux moteur diesel, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue consommation? Donc là, j'ai fait une petite étude rapide. Si je remplace un moteur Baudouin DNP6 de 258 kW de 1975 par un moteur 6M23, 6M26.3, donc tout moderne de 2020, donc on a quand même affaire à 45 années d'évolution technologique, eh bien 45 années d'évolution technologique, ça nous fait gagner 17% d'économie de combustible. Donc le simple fait de remplacer des vieux moteurs par des vieux moteurs récents, si on ne change pas le combustible, si on se tient juste sur l'innovation, c'est pas suffisant pour avoir un gros impact. Suivante. Autre cas intéressant, et si je remplaçais mon moteur diesel par une pile à combustible? Alors ça, on en parle beaucoup, les piles à combustible, est-ce que ça marche? Donc petit comparatif, avec d'un côté une pile à combustible et de l'autre côté un moteur diesel. D'un côté, comme combustible, on va avoir de l'hydrogène purifié, par exemple à partir d'ammoniac, et puis de l'autre côté, du gasoil, du biodiesel ou du e-diesel. D'un point de vue rendement, on va me dire la pile à combustible a un meilleur rendement. Prise isolément, oui. Simplement, une fois que j'ajoute le reformeur, les batteries nécessaires, le moteur électrique, et bien au final, elle s'avère avoir un rendement qui est moins bon qu'un moteur diesel. D'un point de vue réduction de gaz à effet de serre, que ce soit de l'ammoniac bleu ou vert, ou du biodiesel, ou du diesel de synthèse, on est à peu près similaire. La grosse différence qui apparaît ensuite, c'est le prix. C'est que la même puissance, une pile à combustible aujourd'hui est 6 fois plus chère qu'un moteur diesel. Deuxième autre grosse différence, la durée de vie. Une pile à combustible, il faut la remplacer toutes les 30 000 heures, tandis qu'un moteur diesel peut fonctionner encore plus de 120 000 heures. D'un point de vue réparabilité, moins bonne pour la pile à combustible, des compétences de l'équipage à développer, un soutien technique rare, mais présent au Canada avec Ballard, qui est l'un des plus gros constructeurs mondiaux, producteurs mondiaux de piles à combustible. Donc pour être vraiment intéressante, les piles à combustible doivent voir leur prix d'achat diminuer considérablement et leur durée de vie augmenter. Avec une production en série, on pourrait voir le prix des piles à combustible divisé d'un facteur 10 à 20. Donc il y a quand même de l'espoir, mais on n'y est pas encore. Diapo suivante. Un petit tableau de synthèse sur l'ensemble des mesures technologiques innovantes que l'OMI permet, autorise, reconnaît. Donc on va voir d'un côté la possibilité de réduire la puissance auxiliaire à bord des navires, donc on peut installer des cellules photovoltaïques, ou alors chercher à récupérer l'énergie perdue dans les gaz d'échappement. Et puis on a la réduction de la propulsion principale, du moteur principal de propulsion. Donc là on peut avoir une assistance vélique, ou bien alors des systèmes qui permettent de lubrifier la coque par injection d'air sous la coque, et ensuite toute une série de dispositifs techniques qui vont permettre de limiter la friction de la coque, d'optimiser les formes de coque, de limiter la résistance de barre, d'améliorer l'efficacité de l'hélice, etc. Suivante. Alors juste un petit mot très rapide sur la propulsion 100% électrique sur batterie. Donc on pourrait ravitailler au port à partir d'électricité verte. Alors c'est une solution qui est tout à fait indiquée pour les navires côtiers, portuaires et les traversiers. Les batteries ont fait d'énormes progrès, densité énergétique multipliée par 4 en 20 ans, et le prix est en diminution extrêmement rapide et continue à diminuer. Donc je crois, alors là c'est de l'autre côté du Canada, je crois que mais c'est en Colombie-Britannique où actuellement ils ont des projets de ferries côtiers, de ferries transborder électriques, et c'est tout à fait justifié. Diapo suivante. La propulsion, l'assistance vélique, là aussi un petit mot. C'est un système qui est éprouvé, approximativement 6000 ans d'expérience. Donc même si on voit là par exemple avec des rotors Flettner que la technologie a évolué,
Quelques difficultés, la versatilité, c'est le vent qui commande, la conduite qui peut être délicate, des vitesses d'exploitation réduites. Pour les grosses capacités de charge, la propulsion est peut-être pas indiquée, mais c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est une solution qui est immédiatement disponible en rétrofit ou en construction neuve. Suivante. Les chantiers navals nécessaires aux solutions techniques. Ben oui, les solutions techniques, il faut pouvoir ensuite les implémenter à bord des navires, que ce soit en construction neuve ou en rétrofit. Et pour ça, il faut disposer de chantiers navals. Donc là, j'ai inventorié un peu les principaux chantiers navals qui existaient donc à l'est du Canada. On s'aperçoit qu'il existe quand même une belle réparation navale qui semble bien vigoureuse. En revanche, en construction, un peu moins, puisque donc certes, on a le chantier d'Halifax, mais d'après ce que j'ai compris, Halifax produit surtout des navires, enfin des navires militaires en grande quantité. Et donc, si on enlève les navires militaires, il semblerait qu'en construction neuve, il y ait quand même beaucoup moins. Donc, les chantiers navals constituent un goulot d'étranglement qui est parfaitement identifié par l'OMI pour l'amélioration technique des navires. Suivant. Alors maintenant, on va passer au carburant alternatif. Suivante. Et on va commencer avec les carburants fossiles. Donc voilà un peu, alors un tableau avec plein de chiffres, je vais en mettre plein de tableaux avec plein de chiffres, mais pourtant, de nouveau, on ne va ne faire que survoler. Donc en gris, les carburants fossiles classiques. Le prix en 2024 en troisième ligne, ben, on s'aperçoit que c'est pas cher. L'estimation du prix en 2030, eh bien ça reste toujours pas cher. L'estimation du prix en 2050 en rajoutant une taxe carbone par exemple de 200 $ par tonne de CO2 émise, ah, là le prix est multiplié par 2 voire par 3. Si on prend les carburants bleus, donc les carburants bleus, ça reste des carburants fossiles, mais on cherche par divers moyens à capturer le CO2 émis, ou bien à la fabrication du carburant, ou bien à bord. Et là, on s'aperçoit que d'un point de vue intensité émise, donc c'est la première ligne, eh bien on arrive à avoir les deux premières lignes, on arrive à avoir une réduction, je dirais, qui est sensible, mais qui n'est pas phénoménale des émissions de gaz à effet de serre. Ça reste quand même très coûteux. Et bah, au final, lorsqu'on rajoute la taxe carbone, ça n'a pas l'air si intéressant que ça à terme. Peut-être en transitoire, mais ça reste quand même très, très limité. Donc, je vous ai également mis donc les trois dernières lignes. Vous avez le volume que ça occupe à bord par rapport au combustible liquide. Et là, on s'aperçoit qu'avec de l'hydrogène liquide, bah, ça occupe 6, fois plus de place à bord. L'ammoniac 5 fois plus, le méthanol 2,3 fois plus. Si on rajoute de la capture du carbone à bord, x3, x5,1. La masse stockée à bord, également, on s'aperçoit qu'à l'exception de l'hydrogène, tous les combustibles alternatifs vont avoir des masses stockées résultantes qui vont être plus importantes que les combustibles fossiles. Et la dernière ligne, donc une petite méta-analyse sur les risques et la sécurité. Donc en vert, tout va bien, c'est pas plus dangereux que les combustibles existants. En jaune, bah, il faut prévoir quelques mesures supplémentaires. En orange, ça devient un combustible qui est dangereux et qui nécessite des mesures de sécurité assez importantes. Et en rouge, il faut vraiment des mesures de sécurité tant à bord qu'à terre très importantes. Diapo suivante. Les biocarburants. Donc, un petit tableau sur les biocarburants. Donc, les biocarburants, ben, les premiers, donc, c'est biométhane et biométhanol qu'on peut obtenir typiquement par méthanisation. Donc, un procédé assez simple. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre importante à très importante. Un prix qui aujourd'hui reste assez élevé, mais qui normalement devrait pouvoir descendre assez rapidement. On s'aperçoit en 2030, ben voilà, on n'est plus qu'à 1000, et puis en 2050, ça devrait pouvoir descendre encore. Si on prend les biocarburants liquides, ben on s'aperçoit que là, on a aussi une intensité de gaz à effet de serre qui est un peu importante encore en 2024-2030 et qui diminue franchement ensuite. Pourquoi? C'est que pour produire des biocarburants liquides, on va avoir différents systèmes, on va avoir besoin d'électricité. Et donc, l'impact carbone des biocarburants liquides dépend de l'impact carbone de l'électricité qu'on a utilisée pour les produire. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en colonne de droite les caractéristiques de l'électricité sous-jacente qui permettent d'obtenir ces résultats. Là aussi, on a des choses assez intéressantes en termes de prix qui restent maîtrisées. Donc, straight vegetable oil, en fait, c'est ce qu'on appelle les huiles végétales pures. Donc, c'est un biocarburant de première génération. On va utiliser des surfaces qu'on va cultiver pour produire des biocarburants.
Les HVO, donc les huiles végétales hydrogénées, bon là on va prendre des déchets, mais n'importe quoi comme type de déchets. On va les chauffer, les mettre sous pression, on va injecter de l'hydrogène, on va les hydrogéner, on va récupérer un carburant qui est tout à fait assimilable à du gasoil. Et puis enfin, le bio-oil wood pyrolysis, ça consiste à chauffer, en fait, ça consiste à chauffer, ça consiste à distiller des déchets de bois, donc d'industrie forestière, pour en tirer du biogasoil. Donc ça, c'est une solution qui est parfaitement éprouvée, puisque pour la petite histoire, c'est avec ça que les Japonais faisaient voler leurs kamikazes en 1945, lorsqu'ils n'avaient plus de flotte de commerce et qu'ils n'avaient plus accès aux combustibles fossiles. Donc, intéressant les biocarburants pour la plupart, mais pour les huiles végétales pures, une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui reste limitée, et pour les autres, eh bien, on reste quand même limité en matière première, en quantité, puisqu'on est sur des déchets. Diapo suivante. Les carburants de synthèse. Alors les carburants de synthèse, là, c'est des carburants qu'on va produire complètement à partir d'électricité verte. Et donc là, on voit qu'on a très rapidement, alors en particulier si on utilise l'électricité du Québec, des émissions très faibles, mais des prix qui sont très élevés. Avec un petit bémol concernant l'hydrogène naturel dont je vais reparler ensuite. Diapo suivante. Donc ça a été un peu une révélation. Ça a été l'électricité verte au Canada, ça coûte combien? L'électricité, ça émet combien au Canada d'émissions de gaz à effet de serre? Et là, j'ai eu la surprise de constater d'énormes disparités, puisque entre une électricité utilisée au Nunavut et au Québec, eh bien, on a quasiment un rapport 500 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour les coûts, c'est pareil. Donc le Québec a l'avantage d'avoir à la fois une électricité très décarbonée et très bon marché par rapport à d'autres provinces du Canada. Suivante. Le potentiel d'hydrogène naturel aussi. Alors l'hydrogène naturel, c'est un hydrogène géologique renouvelable qu'on peut extraire du sol et qui présente les espoirs d'avoir un hydrogène abondant et à très bas coût. Hydrogène renouvelable parce qu'il y a une réaction des infiltrations d'eau sur certaines roches en profondeur, donc c'est un processus permanent. On a deux champs assez intéressants au Canada. Donc on a le Ryder Natural Hydrogen Project dans la province de la Saskatchewan, où là déjà il y a des explorations qui ont été menées très prometteuses. Et puis on a également au Québec, dans le secteur d'Anglier-Belleterre, donc qui est plutôt à l'ouest du Québec, où il y a déjà pas mal d'exploitations minières, où ils ont identifié des potentiels d'accumulation naturelle d'hydrogène blanc. Suivante. Hop, voilà. Donc, conclusion sur les carburants alternatifs bas carbone, ils permettent tous d'obtenir en fait une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40-80% par rapport à 2050. Ils auront tous tendance à rester plus chers que les combustibles fossiles, même avec les taxes carbone envisagées. Ils sont tous plus volumineux, ils sont tous plus lourds pour les navires à l'exception de l'hydrogène, et ils sont quasiment tous plus dangereux que les fuels fossiles, à l'exception des bio et e-diesel. Donc le développement de la production et l'utilisation des carburants s'annonce donc assez long, au regard des difficultés techniques qu'il va falloir surmonter et des investissements qu'il va falloir réaliser. Suivante. Alors, la disponibilité des carburants alternatifs au Québec à Terre-Neuve, etc. Suivante. Donc, je vais passer assez rapidement. Donc, électricité à quai et hydrogène. Donc, en fait, actuellement, il existe trois postes équipés en électricité à quai à Halifax, 5 à Québec, 5 à Montréal. Donc, jusqu'à présent, ces postes d'alimentation électrique à quai sont surtout prévus pour les navires de croisière et pour alimenter les grands navires qui viennent s'accoster à quai. Ils sont absolument pas prévus pour l'alimentation électrique de navires qui fonctionneraient sur batterie. Et ça reste encore à développer parce que voilà, surtout l'est du Canada, il n'y en a jamais qu'une douzaine. En ce qui concerne l'hydrogène, peu de production hydrogène. Donc Bécancour, 3000 tonnes par an depuis 2021. Donc c'est déjà ça, mais c'est pas énorme. Un peu plus prometteur, Enerkem à Montréal, avec 14 000 tonnes décidées, qui devrait commencer en 2025. Donc hydrogène produit à partir de déchets, intéressant. Mais pour avoir une équivalence gasoil, on multiplie par 3 à peu près, ça correspond à 50 000 tonnes de gasoil par an. Donc c'est pas énorme. Suivante.
En revanche, sur les biocarburants et l'ammoniac, là, on a des quantités assez importantes, puisque donc, si je prends l'ammoniac, ben, je vais commencer par Terre-Neuve, 528 000 tonnes, plus 1 million, plus 1,6 million de tonnes, projet courant Everwind, on arrive à un total de 3 millions de tonnes de production annuelle d'ammoniac à l'horizon 2030. C'est pas pour tout de suite, puisqu'il y a encore des usines qui doivent entrer en service, mais c'est dessiné, et donc là on est sur une production d'ammoniac qui est assez importante et qui pourrait servir au ravitaillement des navires. Sur la partie biocarburant, donc là aussi Terre-Neuve avec Brailla, donc qui à l'origine est une raffinerie qui visiblement a été reconvertie et qui est en train de produire des carburants renouvelables en quantité, donc des biocarburants jusqu'à 800 000 tonnes, et quelques autres sites, donc Côte-Nord 30 000 tonnes, Ensign 36 000 tonnes, donc au final environ 1 million de tonnes de biocarburants liquides, ce qui est déjà assez intéressant. Alors, lorsqu'on voit de tels chiffres, on peut dire, bah voilà, c'est bien parti pour le maritime. Sauf que le maritime n'est pas le seul nécessiteux. Et bah, bien souvent, il va falloir partager, entre guillemets, ces ressources qui restent limitées avec l'aérien et puis avec les autres usages, avec les autres transports, avec l'industrie chimique également. Suivante. Pour le méthanol, pas grand-chose. Donc à Québec, on a un terminal existant de petite capacité et à Montréal, on aurait une usine de production de biométhanol qui commencerait avec une capacité de 100 000 tonnes par an, décidée pour fin 2025. Le GNL fossile, ben, le GNL fossile qui est un peu moins pire, si je puis dire, encore c'est discutable que les combustibles fossiles classiques. Donc à Montréal, on a la possibilité de ravitaillement en GNL par camion-citerne de petite capacité. Donc les navires de l'armement chimiquier des Gagnés, ils sont ravitaillés depuis 2017. Un stockage de 45 000 tonnes de gaz provenant d'Alberta et de Colombie-Britannique et de Pennsylvanie. Et un petit poste de ravitaillement à quai. Donc pas grand-chose. Suivante. Alors, il y a des problématiques portuaires quand même assez importantes. Il y a trop de carburants alternatifs. Tous les ports ne pourront pas proposer tous les carburants alternatifs, surtout que les carburants alternatifs demandent des espaces de stockage qui sont beaucoup plus étendus et ils engendrent des contraintes de sécurité. C'est ce qu'on va voir par la suite. Suivante. Alors, une étude de cas. Je vois le temps qui passe, c'est affreux, mais je pense que je vais passer peut-être une petite dizaine de minutes malgré tout là-dessus. Donc, je suis mis dans l'étude du cas de Bécomo, suivante, où on a un projet. Alors, le projet courant avec des entreprises qui envisagent de produire 230 000 tonnes d'ammoniac. Alors, d'abord d'hydrogène avec un électrolyseur, puis ensuite d'ammoniac, avec un démarrage de production en 2030. Et actuellement, c'est en étude d'impact. Alors, je tiens à préciser que je n'ai rien à voir avec Bécomo, avec les porteurs de projets. C'est juste une étude purement académique à fin pédagogique. Suivante. Voilà, donc ici on voit la ville de Bécomo. En bleu, la zone industrielle dans laquelle vont se mettre les industries qui vont produire de l'ammoniac. On voit les lignes à haute tension, parce que pour pouvoir produire de l'hydrogène vert et derrière de l'ammoniac vert, bah, il faut de l'électricité verte, donc les lignes à haute tension de Hydro-Québec. Et on voit la ligne de chemin de fer qui part en direction du port, enfin j'allais dire des ports de Bécomo, puisqu'en fait il y a quasiment 3 ports. Donc là on voit, il y a un petit point bleu. On va commencer par une première étude de cas. Imaginons que dans le futur, on puisse ravitailler des grands navires de commerce à l'ammoniac. Suivante. Eh bien, on va faire un petit scénario d'étude de danger, parce que l'ammoniac, c'est dangereux. Donc, on va estimer que sur les appontements vraquiers de Bécomo, eh bien, on puisse avoir un bras de chargement qui va venir se raccorder au navire et ravitailler les navires en ammoniac cryogénique. Suivante. Donc, on a prévu les conditions météo standards, vent de 10 nœuds venant du 300 et les seuils de toxicité généralement admises pour l'ammoniac. Suivante. Alors voilà la simulation que ça nous donne. Donc le point bleu, c'est l'appontement, c'est là où on s'est dit, bah voilà, on est en train de casser, il y a un arrachement, le bras est arraché. Alors il y a des sécurités qui rentrent en œuvre très rapidement, il y a de l'ammoniac qui va tomber à l'eau, qui va se neutraliser. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Ben, on va renvoyer à l'atmosphère approximativement 1 tonne d'ammoniac. 1 tonne d'ammoniac, avec les vents dominants, ben, ça nous donne une zone potentiellement mortelle d'un rayon, enfin avec une flamme, si je puis dire, de 200 mètres.
Donc ça, c'est la distance à laquelle l'ammoniac va être mortel. On pourra avoir des brûlures irréversibles jusqu'à une distance de 800 mètres. Et on pourra avoir des personnes fortement incommodées jusqu'à une distance de 1400 mètres. Et là, on parle d'un événement qui est tout petit. En rouge, je vous ai mis un hypothétique pipeline qui amènerait l'ammoniac liquide à une zone de stockage liquide, euh, un peu en amont de l'appontement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme risque à proximité? On a des zones de bureaux, on a des personnes qui travaillent, et puis on a des zones d'habitat diffus. Donc, visiblement, il y a des lotissements qui sont en hauteur. Donc, en hauteur, c'est assez intéressant parce que l'ammoniac, lorsqu'il se répand, il a tendance à se répandre au ras du sol. Donc là, on s'aperçoit que, ben oui, là, on pourrait ravitailler effectivement des navires au vu de cette étude de danger, mais qu'il va falloir créer un pipeline et une zone de stockage, et le tout, donc, sur ces appontements, ça devrait pouvoir passer. Mais pour l'instant, pipeline et zone de stockage n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est une voie ferrée. Diapo suivante. Donc cette fois-ci, on va prendre un autre cas. On va imaginer qu'on ravitaille des navires à partir de conteneurs d'ammoniac qui sont amenés par voie ferrée. Et on va prendre l'hypothèse qu'il y a un flexible d'ammoniac d'un conteneur qui casse. Donc on a pris l'hypothèse d'un flexible d'un diamètre 2 cm qu'elle est cassée sur un conteneur qui devait faire à peu près 10 tonnes d'ammoniac. Diapo suivante. Donc avec les mêmes caractéristiques de vent, de conditions météo, etc. Diapo suivante. Donc là, cette fois-ci, on s'est mis au port à passagers de Bécomo, qui est un peu plus au sud. On voit encore la zone de danger du port des appontements vraquiers. Et on a une fuite via un tuyau de 2 cm de diamètre qui va nous relâcher approximativement 3,5 tonnes d'ammoniac en 1 heure, avec une zone de danger mortel qui pourra faire jusqu'à 192 mètres de long, une zone de danger irréversible jusqu'à 800 mètres quasiment, et une zone de... on est incommodé toujours jusqu'à 1700 mètres, donc toujours des distances de sécurité très longues. Donc on pourrait se dire, bon d'accord, on retrouve nos zones d'habitat, mais c'est juste incommodant, et comme ils sont en hauteur, a priori, ils devraient être préservés. Mais on a un port de plaisance. Et le port de plaisance, l'été, les gens peuvent dormir dans leur bateau. Donc il va falloir en tenir compte et s'intéresser d'un peu plus près à l'activité passager du port de Bécomo. Diapo suivante. Et là, on s'aperçoit que non seulement on a un port de plaisance, mais qu'on a aussi une liaison par ferry, avec potentiellement 300 passagers à bord, et puis des appontements pour navires de croisière, puisqu'on a de très beaux navires de croisière qui viennent jeter l'ancre, en particulier à belle saison, au port de Bécomo pour profiter du paysage. Et un navire de croisière, c'est 800 passagers. Donc on va se retrouver avec, dans une zone mortelle, des dangers qui peuvent être catastrophiques, puisque si on a une fuite, donc là on imagine au point source un container qui ravitaille un bateau, ça casse, et on a le conteneur qui se vide, une zone d'ammoniac, eh bien ça peut mettre en danger les passagers, donc on se retrouve avec des conséquences potentielles qui sont très importantes. Suivante. Alors, lorsqu'on a affaire à un accident potentiel, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, il faut que l'on fasse un calcul de probabilité, parce qu'un accident très grave peut très bien ne jamais se produire. Donc là, on a effectué un petit calcul de probabilité. Probabilité de rupture de flexible. Allez, 5, 10-3, on estime que c'est un accident qui ne se produit qu'une fois tous les 200 ans. Probabilité qu'on ait un vent de nord à ouest en été, puisque c'est là où on va trouver essentiellement les activités passagers. Eh bien, c'est 1 jour sur 2, 5 fois 10-1. Probabilité qu'on ait une présence humaine, donc sur tout l'été. C'est 60 jours par an en moyenne sur les accostages de navires. Donc ça fait 1,6, 10-1. Lorsqu'on additionne tout, on trouve une probabilité globale de 4, 10,4, ce qui correspond à une classe de probabilité C. Diapo suivante. Et on entre tout ça dans une matrice d'analyse du risque, avec d'un côté la gravité des conséquences et de l'autre côté la classe des probabilités. Et donc là, dans notre cas, désastreux d'un côté, classe de probabilité C de l'autre côté, la réponse est non, ce projet ne convient pas. Alors si on était sur des arrivées en orange, donc MMR, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures de maîtrise du risque, donc par exemple des écrans en béton, des systèmes d'arrosage. Si on est en vert, eh bien c'est que tout va bien. Donc je ne dis pas que c'est forcément cette matrice-là qu'il faut appliquer, mais généralement, voilà la procédure qu'on applique pour implanter des carburants dangereux, des matières dangereuses dans un port ou autre. Diapo suivante.
Alors on a heureusement une solution alternative, c'est que si on poursuit la voie de chemin de fer, eh bien on s'aperçoit que un peu plus haut, dans l'anse du moulin, eh bien on a un appontement qui pourrait être desservi et ravitaillé en ammoniac à partir de la voie de chemin de fer. Et là, lorsque je retrace de nouveau les zones de danger, eh bien, on n'a plus de navires à passagers, on se retrouve toujours en dehors des zones habitées. Et là, on a une solution alternative, probablement avec des mesures de maîtrise du risque qui devraient pouvoir passer. Diapo suivante. Donc, en conclusion de ce survol, hein, ébauche d'études, j'ai même honte d'appeler ça une étude. L'ammoniac, a priori, ça semble peu compatible avec le port à passagers de Bécomo et avec les navires à passagers en général. En revanche, ça devrait pouvoir être possible un peu plus haut sur le port de commerce. Se pose aussi la question de l'accessibilité d'un navire ammoniac dans les autres ports qu'il est appelé à desservir. Donc il va falloir étudier, on peut le ravitailler là, ok, mais ensuite ce navire il va aller ailleurs. Est-ce qu'ailleurs il sera accepté? Est-ce qu'ailleurs il va pouvoir être ravitaillé? Et bien entendu, il y a la question de l'acceptabilité sociale. Qui je crois qu'à Québec est un peu particulière, puisque donc j'ai appris qu'il y avait toute une procédure relative au peuple premier dès lors qu'on voulait commencer à installer des choses un peu risquées, un peu potentiellement polluantes. Diapo suivante. Alors, en synthèse de cette présentation, trop longue et je m'en excuse, avec quelques aléas de présentation, la réglementation internationale évolue et va devenir progressivement plus complète et plus contraignante. Les carburants alternatifs à énergie sont tous plus chers que les carburants fossiles et pas toujours facilement disponibles. Les navires se ravitailleront aux énergies et carburants disponibles dans les ports. Donc les ports sont très importants pour la décarbonation des navires, c'est une évidence que de le dire. L'amélioration de l'efficacité énergétique des navires sera indispensable pour compenser le fait que les carburants soient plus chers et que l'énergie soit plus chère. Donc il va falloir en consommer moins. Et pour cela, il va falloir des refontes, des constructions neuves et il va falloir des chantiers navals. De tout ça, il ressort que les fournisseurs d'énergie, les ports, les compagnies maritimes, les chantiers navals vont devoir investir. Et de plus en plus j'étudie des cas, plus je me dis qu'à chaque fois, eh bien, au-delà des grandes envolées nationales et internationales, il faut des stratégies régionales, communes et cohérentes qui impliquent tous les acteurs pour pouvoir obtenir le plus de choses possible. Le Québec et Terre-Neuve, objectivement, me semble disposer d'atouts très significatifs. Diapo suivante. Alors, je vous ai mis un peu de bibliographie. Diapo suivante. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin sur la décarbonation des navires, un petit peu d'autopromotion. Donc ça, c'est le livre que j'ai écrit sur le sujet, qui est beaucoup plus académique. Si vous avez un téléphone, le flashcode, et vous arrivez directement sur le site de l'éditeur. Voilà, je vous remercie de cette présentation un peu longue et je m'en excuse de nouveau. Et je passe la main à Anna et Aline pour les questions. Merci beaucoup, Monsieur Larieux. J'ai mis dans la boîte de chat le lien vers cette page aussi où on peut voir et acheter votre dernier livre sur la décarbonation des navires. Euh, dans la boîte de chat, on a une question. Euh, En fait, un commentaire dans les solutions, c'est Eve-Laurence Hébert du comité ZIP. Dans les solutions, il y a également l'utilisation des marées favorables. La Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, avec Innovation Maritime, a mis en place cette technique en 2020 aux Escoumins, en fournissant aux armateurs des fenêtres de passage qui permettent d'utiliser l'onde de marée favorable. Il y a des possibilités de diminuer les gaz à effet de serre. Donc, merci pour le partage. Je sais que cette personne-là a dû quitter, mais je lis quand même son commentaire. Euh, sinon, Alors, Laurence sur l'onde, Roy-Grégoire qui nous dit que le ravitaillement de GNL pour la flotte de Dégagné se fait aussi au port de Québec depuis 2019. Et il y a des questions en ligne, donc ça, c'est super. Je vois des gens qui ont la main levée. Je vais y aller dans l'ordre que je les vois. Marine Thibouteau-Rioux de Innovation Maritime qui a levé la main. Donc, vous pouvez... oui.
Bonjour, Marine Thibault-Trio, Innovation Maritime. Deux petits commentaires puis une question. Premier commentaire, si on parle de projet de méthanol à Varennes, j'imagine on parle de projet de Greenfield. Puis officiellement, c'est pas un biométhanol, c'est un éméthanol parce que ça va être produit à partir d'hydrogène puis le CO2. Donc ça provient pas une affaire de, mettons, un métabolisme de bactériens. L'autre, je trouve ça juste un peu dangereux de dire que l'hydrogène, ce n'est pas un enjeu de poids. Comme c'était présenté, ça a l'air comme un avantage, mais quand même, c'est un enjeu parce que dans une kilo d'hydrogène, il n'y a pas beaucoup de molécules d'hydrogène. Oui, C'est pour ça qu'il faut le liquéfier. Je trouve ça juste, la présentation pourrait dresser l'image inverse. C'est pas pour dire que c'est une molécule très riche en énergie. Justement, c'est très riche en oui. énergie. Mhm. Et ensuite, j'ai une question sur la prévision du prix des carburants. C'était très intéressant. Ça vient d'où? Parce que tout le monde pose tout le temps des questions sur la prévision. Puis si on voit, mettons, on suit de webinaires comme Argus Media, puis toute la gang qui font la bourse avec les commodities, puis tout ça, eux autres sont très, très timides de donner une prévision, puis sont ben, c'est dur pour eux. Donc, je suis très curieuse, ça vient d'où? Parce que moi, ça m'aiderait aussi d'avoir un peu une idée comment c'était fait, cette calcul-là. Ça serait tout. Alors, Merci. oui. Merci, alors merci pour les commentaires. Donc effectivement, l'hydrogène est très énergétique, hein. La présentation que je l'ai faite, j'avais en tête l'intégration à bord des navires. Et lorsqu'on essaye d'intégrer à bord des navires, on est confronté au problème de volume. Donc, c'est un peu le sens. Mais autrement, vous avez tout à fait raison. Alors sur les prévisions, donc en fait, il y a plein de monde qui font des prévisions de. Alors non pas de prix, parce que prévision de prix, c'est pas possible. On voit qu'il suffit qu'il y ait un événement maritime ou autre, donc sur les prix, c'est pas possible. Donc c'est des prévisions de coûts de production. Et là, on arrive à faire des prévisions de coûts de production avec des lois telles que la loi d'expérience. Alors, qui fait des prévisions? Vous avez donc pour le compte de l'OMI, vous avez le Det Norske Veritas qui a fait un rapport d'étude. Alors c'est en bibliographie, hein, le rapport d'étude du Det Norske Veritas, l'étude d'impact sur les mesures du GFI. Et donc entre autres, ils ont pris en compte les prévisions de coûts de production et de ravitaillement des différents carburants, donc à échéance 2030, 2040, 2050. Ensuite, vous avez d'autres cabinets tels que le Mars Moller, enfin j'aime même pas, c'est le MMKMC, je ne me souviens plus de l'initiale, qui dépend de Mars, qui a également fait un calculateur de coûts à échéance 2020, 2030, 2040. Et comme je trouvais que les choses, enfin ce qui avait été fait comme prévision, ça ne me satisfaisait pas complètement. J'ai fait moi-même mes propres prévisions. Donc ça, c'est un fichier que je pourrais joindre. Ce que je ferai, c'est que je ferai un post sur LinkedIn avec la présentation bien, et je remettrai ce tableau qui est assez volumineux de prévisions, de coûts jusqu'en 2050. Alors quelques précautions concernant les prévisions de coûts. Donc pour prévoir les coûts, qu'est-ce qu'on fait? On estime les coûts futurs, donc des matières premières. Donc là, on a déjà une première incertitude. Des processus de production. Alors les matières premières, parmi les matières premières, on trouve en particulier l'électricité. Des processus de production, donc là c'est les processus chimiques, on arrive à peu près à savoir et compagnie. Le transport aussi, on y arrive, mais il y a un point sur lequel on a une énorme incertitude, c'est la distribution. Je m'explique. Lorsque l'on va faire un poste de distribution, par exemple à hydrogène, imaginons on veut distribuer de l'hydrogène comprimé pour ravitailler des navires. Il va falloir qu'on fasse un gros investissement pour la station hydrogène et ses frais de fonctionnement. Et cet investissement, on ne pourra l'amortir que s'il y a un débit suffisant, s'il y a un nombre de clients suffisant. Et là, on est si je puis dire, dans l'inconnu quasiment total. C'est-à-dire que si vous avez un port et que vous avez plusieurs carburants alternatifs qui arrivent dans le port, il y a un risque pour que en fait, les investissements propres à chaque carburant alternatif ne puissent pas être rentabilisés. Parce qu'il n'y aura pas suffisamment de débit sur chacun des postes de distribution. Donc là, on rentre sur la partie distribution.
dans des choses où, bon, on a fait des calculs de coûts généraux, mais il y a cette grosse incertitude. Autre incertitude, la taxe carbone. Donc j'ai vu qu'il y avait une question sur est-elle entrée en vigueur. En Europe, oui, ailleurs non. Et puis, bah, c'est des marchés. On a vu le GFI, c'est un marché. Donc comment prédire quel va être le niveau de taxation carbone en 2050? Donc là aussi, on a pris une dose arbitraire. On a dit bah, ce sera 200 $ la tonne de CO2 équivalent. Mais on a aussi une énorme incertitude. Donc ce que je ferai, ben, par intermédiaire de Lynn, je vous adresserai mon tableau. Et autrement, si vous allez dans la bibliographie, vous prenez l'étude d'impact du DNV et vous trouverez dedans leurs prévisions, ainsi que je me souviens très bien d'un tableau qui retrace la moyenne des prévisions, donc fait par tous les organismes, experts, etc. C'est parfait, oui, on va se faire un plaisir de pouvoir ajouter cette information-là. On avait une autre question aussi de Laurence Roy-Grégoire du port de Québec. Donc, je vous Oui, laisse poser votre bonjour. question, Madame Grégoire. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Larieux. C'est très intéressant comme présentation. Merci. Nous, on a, je pense, au Québec, un beau potentiel d'électrification des navires à quai. Vous l'avez mentionné, l'électricité est très bas carbone. Est-ce que vous avez un peu une idée des tendances? Là, on a certains groupes de navires, classes de navires qui ont déjà pris des tendances vers se doter d'équipements pour pouvoir se brancher lorsqu'ils sont à quai pour utiliser autre chose que leur moteur principal ou leur moteur auxiliaire. Est-ce que vous avez une idée un peu pour les autres, en fait pour les classes de navires, si dans 5, 10, 15 ans, les nouveaux navires construits vont avoir tendance à s'équiper d'équipements pour être branchés à quai? Comment vous voyez ça un petit peu dans l'avenir? Alors, la réponse en plusieurs parties. Donc, le premier facteur, donc lorsque je vois ce qui se passe en France et puis en Europe, le premier facteur, c'est un facteur réglementaire. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas le choix. Ils arrivent à quai, donc les ports ont l'obligation de faire les investissements nécessaires pour s'équiper en poste de ravitaillement électrique à quai. Et ensuite, les navires qui desservent ces ports, eh bien, ont l'obligation de se brancher. S'ils ne se branchent pas, ils doivent disposer à bord de capacités de production zéro carbone, donc typiquement pile à combustible hydrogène par exemple. Euh, ou s'ils n'ont pas cette possibilité-là, ben, ils doivent se brancher. Voilà. Ou bien disposer d'une alimentation électrique complètement verte à partir du quai. Enfin, donc voilà, on les force. La réglementation, on les force, c'est la première étape. Parce que vu de l'équipage, et je parle en tant qu'ancien chef mécanicien, on n'aime pas se raccorder à l'électricité à quai. Pour plein de raisons, parce que ça fait un blackout, parce qu'il faut redémarrer toutes les installations ça les fait vieillir, ça fait du travail, surtout pour des courtes escales, donc vu de l'équipage, on n'aime pas se raccorder à quai. Vu de l'armateur, on n'aime pas se raccorder non plus parce que ça coûte cher. Donc la première incitation, elle est réglementaire. Et il faut là-dessus, il faut qu'il y ait des réglementations portuaires, régionales qui soient prises. Parce que honnêtement, donc je défends souvent l'économie des compagnies maritimes, mais au final, dans le bilan d'une compagnie maritime, c'est pas si important que ça. Et en termes de pollution pour les villes côtières, ça a quand même un enjeu très fort. Alors, est-ce que les navires s'équipent? Oui, les équipements existent. Donc ensuite, c'est juste une question de volonté. J'ai eu des discussions avec des groupes comme Wabtec ou Cavelec. Ils proposent toute une palanquée très large de systèmes de ravitaillement en électricité. Par exemple, donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un système de pantographe, un peu comme pour les bus ou les tramways, qui vient se coller tout simplement au navire, de côté ou de dessus. Il n'y a pas besoin de manipulation, la connexion se fait toute seule et autorise de très gros volumes électriques. Donc voilà, pour moi, la solution de ce côté-là, elle est réglementaire. Maintenant, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est que là où je déplorais un peu, je vous ai dit, bah, il n'y a qu'une douzaine de postes. Vous allez dire, bah, c'est déjà bien, 12 postes quand même. Euh, c'est que je pense, enfin, on y a regardé un peu, qu'il y a la Société des traversiers du Québec, il y a beaucoup de navires traversiers. Et je pense que ces navires-là ont des profils d'emploi qui sont tout à fait compatibles
avec une électrification quasi totale, parce qu'on en voit, on voit sur le transmanche, par exemple, on voit des projets de navires transmanche en Europe complètement électrifiés. On voit déjà des ferries électrifiées en Norvège, en Suède, au Danemark. Donc voilà, c'était en pensant à ça, je me suis dit, bah, avec des postes d'alimentation électrique verte un peu mieux dimensionnés sur les traversiers, oui, et c'est rentable rapidement. On a une Merci. question en ligne. Euh, la taxe carbone est-elle déjà entrée en vigueur et est-elle appliquée uniquement en Europe ou bien dans le monde entier? Et puis l'autre sous-question, c'était existe-t-il des bases de données publiques concernant la consommation de carburant ou les émissions des navires, en particulier ceux qui naviguent dans les eaux canadiennes? Alors, concernant la taxe carbone, donc elle est entrée en vigueur en Europe. D'autres pays ont mis en place des taxes carbone à différents niveaux, souvent pas très élevés. C'est le système européen qui est le plus avancé. Et il n'y aura pas de taxe carbone mondiale maritime. Le système qui devrait prendre la place, c'est le fameux système du GFI, qui est un marché assez compliqué euh, de taxes en fonction de l'intensité carbone. Donc, c'est assez compliqué. Mais la grande question actuellement, c'est avec les, est-ce que l'OMI a décidé de prendre son système de GFI assez complexe en matière de tarification du carbone. Et la grande question actuellement en Europe, c'est est-ce que le système de taxation du carbone va venir se rajouter en Europe au dispositif de l'OMI ou pas? Donc on aura la réponse en 2027-2028. De l'avis de nombreux experts, l'OMI aurait été mieux inspiré de faire une taxe carbone mondiale toute simple, gérée par les États. Euh, Ça aurait été probablement plus pertinent, même s'il y avait l'opposition de certains pays producteurs de pétrole. Existe-t-il des bases de données publiques concernant la consommation de carburant et les émissions des navires? Alors la réponse est oui. Tous les ans, l'Organisation maritime internationale publie des bases de données donc, au niveau mondial, par classe de navire, par segment de flotte, sur les émissions, les consommations, l'efficacité énergétique, etc. Là, il faut se connecter sur le site de l'OMI. Donc, il y a un site de l'OMI qui s'appelle imo.doc. Et en s'enregistrant, on peut avoir accès à l'ensemble des documents préparatoires des différentes commissions de l'OMI. Donc, il faut aimer rentrer dans les documents réglementaires. Mais c'est une base de données qui est absolument faramineuse. Je réponds alors il y avait une autre question. À mes connaissances, il y a la possibilité de ne plus avoir de blackout pour alimentation à quai, car les nouveaux systèmes sont en mesure de faire un transfert de charge. Alors, oui, mais non. Réponse de jésuite. Oui, théoriquement, c'est possible. Maintenant, vu de l'armement, vu du navire, on entre dans des problèmes de responsabilité qui sont diversement appréciés. Imaginons que l'on ait un défaut électrique à quai, à bord du navire. Dans cette phase de couplage avec le quai, eh bien, est-ce qu'on risque pas de provoquer le blackout à terre? Et à l'inverse, s'il existe un défaut électrique à terre, est-ce que en se couplant avec la Terre, ça ne risque pas de provoquer un incident à bord? Et là, on tombe sur des problématiques de responsabilité et d'assurance qui n'ont rien à voir avec la technique, qui fait que du côté des armateurs, tant qu'ils n'y seront pas forcés, et les compagnies maritimes, on n'aime pas se raccorder avec la Terre. On a déjà dépassé de 15 minutes, mais ça compense pour les problèmes techniques qu'on a eus Oui. au début. Mais je pense que je vois plus de nouvelles questions dans la boîte de chat et j'aimerais laisser la parole à Anna qui va nous faire une petite conclusion sur justement les prochaines étapes des activités qu'on va avoir à cette communauté de pratique. Je vous rappelle que le livre La décarbonation des navires de Monsieur Larieux et autres sources d'informations vont être disponibles, tout comme cet enregistrement sur la page de la communauté de pratique. Et puis maintenant, ben, je laisse la parole à Anna, Anna Rousseau, qui est notre coordonnatrice, qui aide beaucoup à la réalisation de tout ça. Vous présentez un peu l'information sur la communauté de pratique. Ben, déjà, au nom de toute l'équipe, on voulait vous remercier d'avoir participé et également pour vos questions qui sont très intéressantes. Et pour les personnes qui ne suivent pas encore nos activités, on vous
on vous propose de devenir membre et sur le site du réseau Québec Maritime, il y a un formulaire à remplir très rapidement et ça va nous permettre, enfin ça va vous permettre justement de participer à nos autres activités et de vous tenir informés. On a également une page sur LinkedIn où vous pouvez voir toutes nos activités qui sont également prévues. Et aussi, on va publier un sondage très rapide, ça prend vraiment 2 minutes à répondre. Et l'objectif de ce sondage, c'est de cibler un peu les intérêts et les choses que vous souhaiterez approfondir au sein de la communauté de pratique et également pour les personnes qui souhaiteraient devenir membres ou même faire partie du comité d'orientation. Donc ça va être disponible donc sur notre page de la communauté de pratique en transport maritime durable et intelligent du site du réseau Québec Maritime. Donc on est très content de vous avoir eu aujourd'hui et on vous en remercie. Et puis, bon début de soirée pour nos amis de l'Europe. Et puis, bon après-midi pour les gens qui sont de ce côté-ci du trou d'eau, du trou d'eau Atlantique. On aura d'autres activités comme ça. Je vous remercie énormément et je tiens à envoyer un merci tout particulier à Monsieur Pierre-Yves Larieux pour sa grande générosité et puis le temps qu'on a passé aujourd'hui à boire vos paroles et apprendre plein de choses sur la décarbonation du transport maritime. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, Merci beaucoup. ce que je vais faire, c'est que sur LinkedIn, je mettrai en ligne le diaporama sans erreur. Pour avoir accès au diaporama ainsi. Et Super. puis, Puis nous, on va diffuser tous les liens pour s'assurer que tout le monde a l'information. voilà. Merci à vous. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup.